je suis déjà née le 18 juillet 1950, donc à Fougères, je suis fougéraise d'origine, et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans à un ancien manoir de la Forérie à Fougères, en lisière de forêt, dans la campagne, avec 4 frères et sœurs. Et mes parents donc étaient ouvriers. Maman, elle travaillait à l'époque, je crois que c'est dans une usine qui s'appelait Cronier, qui n'existe plus aujourd'hui évidemment. Et papa travaillait dans une autre usine, alors je crois que c'était Morel, mais je suis pas sûre. Voilà. Et mon enfance, moi j'allais à l'école tous les matins, je partais à pied parce que on empruntait un petit chemin pour aller. À l'époque, c'était l'école des Cotterêts. Et donc, il y avait l'école des filles et des garçons. Donc, on partait avec mes 2 frères, parce que les petits étaient encore trop petits à l'époque. Et voilà, donc j'allais à l'école, nous mangions à la cantine le midi, et nous rentrions le soir. Voilà, à pied, quel que soit le temps. L'été, c'était très agréable, le printemps encore mieux. Mon papa me portait sur ses épaules des fois pour remonter jusqu'au manoir. Et il m'apprenait à écouter le chant des oiseaux et tout. Enfin bon, j'ai vraiment connu la campagne comme ça, et ma curiosité vient certainement de là aussi. Je suis assez curieuse de nature. Et ben voilà, mon enfance, on mangeait très bien chez mes parents. Maman nous faisait des plats extraordinaires, mais nous avions une éducation très, très serrée. Et on faisait pas n'importe quoi, quoi. Donc bien sûr, quand les parents n'étaient pas là, parce que parfois, moi, comme j'étais l'aînée de mes 4 frères et sœurs, j'avais la responsabilité, la charge des autres. Donc quand il y avait une bêtise de faite, c'est moi qui trinquais, en gros. Donc je me souviens très bien de ça. Maman me donnait des directives. Ouais, faut faire ci, faut faire ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Mais quand mes parents étaient là, donc le samedi et le dimanche, souvent on avait quartier libre. Nous allions en lisière de forêt, parce que nous n'avions pas le droit d'aller dans la forêt. On était trop petits. Et elle nous disait surtout, vous n'allez pas dans la forêt, hein, parce que la forêt de Fougères, c'est quand même très grand. Et bon, il y avait la peur, la crainte des parents de nous perdre, quoi. Hein, voilà. Et alors on allait faire les 400 coups, évidemment. On allait voler les pommes, quand c'était la saison des pommes, on mangeait les pommes, on cueillait les noix, on avait du brou de noix plein les mains. Enfin bref, on a vraiment fait les 400 coups dans la campagne. Donc mon enfance s'est passée comme ça, avec l'émerveillement de la nature. Hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on compare à aujourd'hui, c'est complètement différent. Et vraiment, j'ai de très bons souvenirs de mon enfance. Vraiment. Hein. Il y a certaines petites responsabilités, mais bon, ça allait quand même. Hein. Voilà. Avec le recul, vous diriez que vous avez eu une enfance plutôt heureuse ou plutôt difficile? Alors, une enfance heureuse, plutôt que difficile. Parce que je pense que toute petite, j'ai eu le sens des responsabilités. On m'en a donné, donc je les ai prises. Et je ne me souviens pas avoir été malheureuse à ce niveau-là, quoi. Hein. Non, j'ai eu une enfance heureuse, je dois dire. Vos rêves de petite fille à l'époque, ils tournaient autour de quoi? Alors, c'était de devenir metteur en scène. Mais je ne savais pas ce que c'était, parce qu'on ne connaissait pas le théâtre. Mais j'avais vu des choses et j'ai entendu parler. Et mon rêve, c'était de devenir metteur en scène. Et je voulais aussi, j'avais un rêve, mais ça c'était dans mon adolescence plutôt, j'aurais rêvé de faire des études d'archéologie. Égyptologue ou l'île de Pâques, des choses comme ça, j'aurais aimé. Mais il n'était pas question, hein. Il n'était pas question de ça. Donc ça, c'est la première partie de mon enfance, jusqu'à l'âge de 10 ans. Ensuite, nous avons déménagé. Hélas, nous avons déménagé dans un bâtiment comme celui-là, un peu, quoi. Avec, effectivement, la ville. Et tout ce que ça comporte. Il n'y a pas de découverte en ville. Il n'y a pas les mêmes découvertes qu'à la campagne. On n'est pas confronté à la nature, en plus.
Donc, quand nous sommes arrivés rue Kléber, maman et papa avaient décidé de venir carrément à la ville. Et bon, ben, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à s'adapter, hein, surtout mes deux frères et moi. Après, et même ma sœur Catherine, elle a eu beaucoup de mal. Mais la dernière, non, elle était beaucoup plus petite, donc elle avait 14 ans de moins que moi. Donc évidemment, elle n'a pas connu vraiment le manoir, quoi. Donc effectivement, c'était assez difficile. Ça a été assez difficile parce qu'à l'époque, rue Kléber, vous connaissez pas évidemment la ville, mais dans le bas de cette rue-là, il y avait un quartier qui s'appelait le quartier de Longcorps. C'était des baraquements en bois et il s'y passait beaucoup de choses. Donc c'était vraiment des familles qui étaient complètement démunies, qui habitaient là, quoi. Alors il y avait des règlements de compte et tout, hein. Alors nous, on entendait parler de ça, on avait un peu la trouille, parce que, évidemment, on habitait dans le milieu de la rue Kléber. Dans le bas de la rue Kléber, il y avait ce fameux quartier Longcorps, mais après, il y avait les champs. Il y avait les champs, il n'y avait pas la zone industrielle qu'il y a maintenant, il y avait tous les champs autour. Et là, nous, l'appel de la campagne. Donc, on voyait ça de la fenêtre de chez mes parents, d'ailleurs, parce qu'on habitait au 4e étage. Donc, on voyait toute la campagne. On disait, ah, on va aller faire les 400 coups dans la campagne, quoi. Ça nous manquait énormément. Et on y allait, forcément. On passait quand même, voilà. Donc, ben là, j'avais 11 ans quand, effectivement, nous sommes arrivés. Alors, j'ai continué ma scolarité jusqu'à 14 ans, à peine 14 ans, à l'école du Guesclin, à Fougères, donc changement d'école pour tout le monde. Et là, un jour, ben, on m'a pas donné l'occasion de passer ni certificat d'études, rien du tout. On m'a dit, bon, ben écoute, tu as une place JB Martin, allez hop, tu commences lundi prochain. J'avais pas 14 ans. Alors, excusez-moi, je Oui. reviens un tout petit peu en arrière. Mm. À l'époque, donc vous habitiez au manoir. Oui. Vos parents, quand ils allaient travailler comment? Comment ils se rendaient À pied, on n'avait pas de voiture. Papa a eu sa première voiture, une 4L, on avait déjà déménagé, quoi. C'était très tard, hein, oui. Il n'y avait pas les moyens d'avoir une voiture, hein. Donc, ils allaient à pied partout. Alors, mes parents avaient un tandem. Ils allaient beaucoup en tandem. Voilà. Donc, moi, quand j'étais toute petite, je reviens en arrière, c'est dommage peut-être, mais bon. Quand j'étais toute petite, j'ai été effectivement chez ma grand-mère paternelle, qui était combourgeoise, qui habitait à Combourg. Et mes deux parents, d'ailleurs, du reste, sont originaires de Combourg. Et toutes les semaines, papa et maman m'emmenaient sur le porte-bagages du tandem le lundi matin, à 6 heures du matin, à Combourg, revenaient en tandem pour reprendre le travail. Et ils allaient me chercher le vendredi soir pour effectivement passer le week-end avec eux à Fougères. Mais j'étais chez ma grand-mère toute la semaine. Et je me souviens pas tellement de cette époque-là. Seulement qu'on m'a toujours dit, écoute, t'es béni des dieux, parce que il y avait un évêque à Combourg à l'époque, l'évêque de Dole, qui était souvent sur Combourg, et il passait devant le café de ma grand-mère, et ma grand-mère me mettait sur le trottoir dans mon parc, et l'évêque me donnait sa bague à baiser tous les matins quand il passait. Alors ma mère, elle disait, écoute, c'est vrai que tout le monde s'arrêtait parce que j'étais un très gros bébé avec des joues énormes, tout ça, mais bon, j'étais pleine de vie, quoi. Et elle disait ça, elle disait, c'est incroyable, quoi. Dit, c'est bizarre que tu aies eu cette vie-là, là, à un moment donné, parce que tu étais bénie des dieux, quand même. Pour quelle raison, alors, vos parents ont déménagé vers la ville? Alors, mes parents ont déménagé à la ville. Je pense que, autant que je m'en souvienne, à un moment donné, ce manoir a été en vente. Mes parents habitaient dedans en tant que locataires, hein. Il y avait 2-3 familles dans ce manoir. Et eh bien, le propriétaire avait décidé de vendre ce manoir. Et ce manoir, maman aurait bien voulu l'acheter avec les familles qui étaient là, mais papa n'a jamais voulu. Donc, en plus, elle avait des facilités d'emprunt à l'époque, parce qu'elle avait 4 enfants à l'époque déjà. Elle avait le droit à l'allocation familiale, et elle avait le droit à un tas de choses. Ils auraient pu acheter facilement, quoi.
pour les remboursements d'emprunts et tout, c'était assez facile. Et elle en a toujours voulu à papa à cause de ça, qu'elle n'avait pas pu acheter le manoir avec une famille ou deux, quoi. Donc en fait, on a été presque obligés de partir, mais en même temps, c'était un choix de mes parents de se rapprocher de la ville. Bon. Bon, après, il y a peut-être d'autres paramètres que je ne connais pas, hein, mais bon, tant que je m'en souvienne, c'est ça. Quel genre de travail est-ce que vos parents faisaient? Est-ce qu'ils vous parlaient un petit peu de leur quotidien professionnel, quoi? Oui, alors papa était beaucoup bavard, maman aussi, mais maman elle était beaucoup prise par les tâches quotidiennes, parce que là, elle a vraiment assuré notre éducation. Je dirais pas plus que papa. C'était complètement deux tempéraments différents. J'avais maman qui était très dirigiste, qui vraiment voulait que ça passe par là. Et papa, c'est un poète. Il était complètement l'opposé. Alors évidemment, c'était un peu... mon papa, il nous faisait découvrir tout ce qu'il y avait dans la nature, par exemple. Euh, je me rappelle quand on n'était pas au manoir à ce moment-là, mais à un moment donné, il y a une machine à coudre. Maman avait une machine à coudre, une lingère, et papa, je pleurais parce que j'avais pas de belle robe pour ma poupée. Il me dit, t'inquiète pas, ma puce, je vais t'arranger ça. Il va dans l'armoire, dans la chambre parentale, il récupère un jupon que ma mère n'avait jamais mis. Il l'avait repéré, sans doute, et il avait coupé dedans, il avait fait une robe pour ma poupée. Le soir, quand maman est rentrée, elle a vu le jupon. Alors, ça, je m'en souviens très bien, mais il ne savait pas quoi faire pour nous faire plaisir, quoi. Un jour, il avait fichu le feu dans la chaudière du salon, quand on habitait là, rue Kléber. Il voulait absolument qu'on n'ait pas froid, il avait mis trop de charbon dans la chaudière, les pompiers, tout le monde arrivait, il y avait le feu dans la cheminée. Ça, c'était papa. Maman était beaucoup plus matérielle, beaucoup plus carrée, quoi. Donc il vous parlait un petit peu Alors, aussi. oui, il me parlait de leur travail. Je dévie un petit peu, oui. Alors, Non, il mais me parlait effectivement de leur travail. Maman disant, oui, oui, voilà, ça s'est passé telle chose aujourd'hui. Oh, alors papa disait, oh, tu ne parles que du boulot. Parce que papa, il avait du mal à... Plus, une fois qu'il était sorti de son travail, je pense qu'il n'avait pas envie de s'attarder là-dessus. Mais maman, ça revenait souvent, quoi. Elle était là-dedans, dans son travail, dans son travail. Donc, mais vous, enfant, vous aviez une image précise de ce qu'il faisait? le rapport à tous les deux, non? Non, qu'est-ce que c'était le travail à l'usine finalement? Vous Non, avez une non, représentation pas de... du tout. Pas du tout. Parce que bah, je connaissais pas l'univers de l'usine. Donc, je l'ai su plus tard, quand on était rue Kléber, la deuxième partie de mon enfance, de mon adolescence, on va dire. Eh bien là, j'ai vu des femmes travailler à domicile. Par exemple, j'avais une voisine du rez-de-chaussée, deux voisines, au premier et au rez-de-chaussée, qui effectivement travaillaient pour J.B. Martin et étaient à la recouverture des talons. Donc les talons se présentaient dans des grandes boîtes en carton, donc elles allaient chercher leurs talons pour la journée, et le cuir qui était coupé, hein, la forme du talon, et effectivement elles recouvraient les talons. Et elles ramenaient le travail le soir. Donc je me souviens de ça, je les ai vues travailler à leur domicile comme ça, hein, avec la colle et tout pour recouvrir les talons. Elles faisaient ça dans la cuisine ou dans le salon, dans la salle à manger. Donc c'est tout ce que j'avais vraiment comme idée du travail du cuir, de la chaussure à l'époque. Votre maman était piqueuse? Alors maman, elle a toujours été piqueuse, oui. Et ensuite, quand elle a travaillé chez J.B. Martin, elle a été une année ou deux piqueuse et après elle a été responsable de service. Voilà. Elle était cadre et elle avait quand même à peu près 120 piqueuses dans son service, quoi. Donc elle parlait beaucoup de son travail, évidemment. Pour elle, c'était une promotion. Pour la famille, c'était une promotion aussi, quoi. Donc elle parlait souvent du travail. Papa, il est en photo devant, sur le côté, là, et il était coupeur de dessus.
Et après, il a eu une petite promotion, il a été potier. Donc, c'est-à-dire qu'il distribuait les pots aux coupeurs. Donc, il vérifiait les pots avant de les donner, la surface exploitable, tout. Les coupeurs repartent avec ça et après, ben, ils allaient couper leur lot pour faire les chaussures, quoi. Et ensuite, la peau était ramenée à mon papa qui effectivement évaluait ce qui avait été utilisé et pas. Et en fonction de la surface utilisée du cuir, il y avait du boni matière, qu'on appelait ça. C'est-à-dire que le coupeur avait une prime en fonction de ce qu'il ramenait comme peau. Parce que vous aviez des coupeurs qui savaient qu'il n'y avait pas, un centimètre de perdu. Et il y en avait d'autres qui coupaient moins bien. Enfin, ils mettaient leur emporte-pièce, mais bon, ils perdaient de la peau, quoi. Donc, voilà. Il y avait une façon de poser les morceaux, comme on dit. Donc, le dessus, la claque, tout ça. Et bon, ben voilà. Et les côtés, tout ça. Et donc, en fonction de ça, voilà. Il y avait de la perte ou du boni matière, comment dire. Voilà. Donc, il évaluait tout ça. Et il notait ça sur des feuilles, des carnets des coupeurs, quoi. Un jour, on vous dit, Ouais. voilà, Un ton jour, heure est arrivée. un jour, on me donne pas le choix. On me dit, voilà, tu commences lundi prochain chez JB Martin et t'as rien à dire. Et donc, je comprenais pas pourquoi je travaillais déjà alors que mes camarades de classe allaient passer le certificat d'études, enfin les diplômes de fin d'année au mois de juin. Et moi, j'ai commencé le 1er juillet chez JB Martin, alors que j'ai eu mes 14 ans le 18 juillet de cette année-là, en 64. Et je me souviens que maman est allée voir la directrice de l'école, du Guesclin où j'étais, et elle lui dit, écoutez, ma fille, lundi prochain commence JB Martin, et donc voilà, donc elle ne viendra plus à l'école. Et je me souviens très bien que la directrice de l'école a dit à ce moment-là, mais attendez, vous allez peut-être laisser passer ces examens de fin d'année, là, quand même, elle pourrait commencer plus tard, ou bon. Il n'est pas question, elle a la place pour lundi, elle prend la place lundi. Donc j'ai complètement arrêté l'école, et puis sans avoir aucun diplôme. Voilà. Et je me souviens bien que la directrice a dit à ce moment-là, vous lui donnez pas sa chance, ce serait bien qu'elle passe quand même, quoi. Et elle me dit, voilà, elle n'a pas insisté, hein, parce que maman était très dirigiste, alors donc elle n'a pas insisté. Et cette femme-là, je l'ai revue bien des années après, ma directrice d'école. Bon, il y a Madame Le Pape, elle a dû, je l'ai rencontrée il y a à peu près 25 ans, à peu près, et j'ai gardé contact avec elle. Parce qu'en fait, c'est une femme qui m'avait demandé à l'époque qu'est-ce que je devenais, quoi. Bien sûr. Alors, je lui dis, écoutez, voilà, j'ai repris des études. Elle me dit, ça m'étonne pas, qu'elle me dit. Elle me dit, t'étais à part dans la classe. Elle me dit, franchement, moi, je pensais que tu allais faire autre chose dans la vie que de travailler en usine toute ta vie, quoi. Elle me dit, je le savais. Et il y avait une autre institutrice aussi qui était amie avec elle, qui me disait, elle parlait de la même chose de moi, en disant, oui, Martine, ça nous étonne pas l'une comme l'autre, parce que franchement, elle avait quelque chose qui était différent. Non, voilà. Alors, et j'ai toujours gardé contact avec cette maîtresse, cette directrice, parce que quand j'en ai parlé à maman il y a quelques années, j'ai dit, tu te rends compte, j'ai rencontré Madame Le Pape, Amélie Le Pape, on a discuté et tout, elle me dit, oh, c'est quelqu'un que tu pouvais pas voir quand tu étais jeune. Bon, c'était pas vrai. Mais c'était dans la tête de maman, c'était pas dans la mienne. Donc vous retrouvez donc à peine 14 ans chez JB Martin. Qu'est-ce que vous faites, votre premier poste La première chose, c'est quand je suis arrivée dans l'usine, je me souviens, je me sentais toute petite. Franchement, dans un univers de grands, vraiment, quoi. Hein. Je sais, qu'est-ce que je vais faire là? Enfin bon, j'avais comme une oppression, quelque chose, quoi. Donc j'ai commencé chez JB Martin en 64, donc le 1er juillet 64, comme petite main, qu'on appelait. On appelait ça petite main. Donc je faisais les courses. Alors qu'est-ce que c'était que les courses? C'était d'aller d'un service à l'autre, à l'extérieur, à l'intérieur de l'entreprise, pour aller chercher du matériel pour telle et telle personne qui était sur des machines ou à un poste de travail. Donc la difficulté que j'ai rencontrée là, c'était la relation humaine. C'est-à-dire que je trouvais que
C'était pas tant l'encadrement qui était embêtant. Les cadres, les contremaîtresses étaient plutôt assez sympas. Mais c'était les femmes qui étaient au poste de travail. Alors là, moi, je me souviens qu'effectivement, ces femmes, elles disaient, eh bien, elle va savoir ce que c'est que le travail. J'arrivais, tu vas me chercher ça, mais sans merci, rien du tout. C'était comme ça. J'ai besoin de ça, va me chercher ça dans tel service. C'était vraiment me prendre pour quelqu'un qui, bon, aura des pâquerettes, quoi. Et ça, ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué. Qu'est-ce que tu faisais? T'en as mis du temps? Enfin bon, voilà, que des réflexions comme ça. Ça, j'ai eu du mal avec ça au départ. En fait, donc j'étais à faire les courses, comme on dit, pendant, pas moi, 1 an à peu près. Mise à l'épreuve, on va dire. C'est une mise à l'épreuve. Puis là, bon, bah, je pense qu'on m'avait repéré comme quelqu'un qui était capable de commencer à travailler sur autre chose. Donc, j'ai commencé à travailler sur des postes progressivement, à monter comme ça de grade et puis de responsabilité, enfin, dans la qualité du travail, tout ça. Et donc, j'étais à la fois coupeuse, enfin coupeuse, pas coupeuse, mais disons, on appelait ça découpage. C'est-à-dire qu'on avait un espèce de découpe-vide dans les mains. Au départ, c'était des ciseaux qu'on prenait à l'envers. Et on découpait tout ce qu'il y avait comme doublure. Une fois que la piqueuse avait fini de travailler, on coupait tout ce qui dépassait. Donc, fallait pas couper dans les fils de la piqûre, évidemment, hein. Donc, ça arrivait de temps en temps. Donc, j'étais progressivement à ce poste-là, à l'encollage, au posteritaire, donc c'était des petits lacets de cuir qu'on faisait, et progressivement j'ai un peu de rempliage, c'était déjà plus compliqué. Rempliage avec de l'encisage, et puis ensuite je suis devenue piqueuse sur doublure et piqueuse sur dessus. Voilà, donc, et progressivement comme ça, j'ai eu des promotions, puisque la piqueuse de dessus était la femme qui était la plus payée au niveau du salaire dans l'entreprise, parce que c'était vraiment la catégorie, le top de la catégorie. C'était comme un coupeur de dessus, quoi. Voilà. Donc, j'ai commencé vraiment avec des salaires en bas de l'échelle pour arriver quand même à avoir des bons salaires, quoi. Je reviens un peu sur les premiers jours, on va dire, de votre entrée à l'usine. Est-ce que vous vous souvenez de l'état d'esprit dans lequel vous étiez? Est-ce que il y avait en vous de la révolte, en fait, de cette espèce de... Bon, vous avez un peu mis là de manière forcée, ou est-ce que finalement c'était plus de l'acceptation en se disant, ben voilà mon destin et j'y échappe pas, quoi. Eh ben, c'est un peu les deux. À la fois, j'acceptais, quoi, hein. Et je me disais ça, effectivement. Bon, bah, finalement, bah, voilà, je vais faire comme mes parents, travailler en usine, et puis voilà, je resterai là. Et puis en même temps, des fois, je me révoltais un peu, quoi. En même temps, j'avais un peu de révolte en moi-même. Je disais, c'est pas possible que je reste là, quoi. C'est pas possible que je fasse ça toute ma vie, quoi. C'est pas possible. Parce que vraiment, je voyais autre chose et rencontrer des gens plus, peut-être, entre guillemets, plus cultivés, plus... je savais qu'il me manquait quelque chose dans le rapport avec... franchement, il y avait une grande solidarité qui existait. Donc ça, je la recevais, j'en donnais aussi, hein. Mais il manquait quelque chose. Je me disais que ça pouvait pas être ça, le rapport humain pouvait pas être complètement ça, quoi. Il y avait autre chose certainement au-dessus. Il y avait enfin, l'échange entre personnes, pour moi, me paraissait... comment dire, c'était pas réfléchi. Les conversations étaient, il fait beau aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait hier soir? Enfin, c'était tout le temps comme ça, quoi. Les problèmes que j'ai chez moi, ceci, cela. Enfin bon, ça ne tournait toujours autour que de choses comme ça. Et comme moi, j'avais pas de niveau, de bagage vraiment intellectuel. Enfin bon, c'est vrai qu'à l'époque, pas passer aucun diplôme, tout ça, je pouvais pas non plus me poser des vraies questions, hein. Donc je pensais qu'il existait quelque chose derrière, mais j'étais incapable de le discerner correctement. On va dire ça comme ça, quoi. Au tout début, quand vous faites les courses, les ouvrières qui sont plus âgées que vous, il y a quelque chose qui relève presque de l'humiliation
d'humiliation, je dirais, ou en tout cas, est-ce que c'était une forme de vengeance de leur part, Bah, de je sais vous faire pas. endurer ce qu'elles avaient elles-mêmes peut-être déjà enduré? Ouais. Et puis à côté de ça, vous parlez de solidarité. Donc on a l'impression qu'il y a un peu un double mouvement comme ça. Oui, voilà. Alors, oui, effectivement, c'est bien de le préciser. Quand je dis que j'étais un petit peu exploitée par ces ouvrières-là, hein, entre guillemets, c'était dans l'idée que je l'ai su après, hein, et c'est vrai, ça s'est révélé juste ce que je pensais à l'époque, c'est qu'on va t'en faire baver parce que tu es là pour apprendre ce que c'est que le boulot. D'accord? Donc ça, c'est la chose, effectivement, le rapport à moi et à toutes les personnes de mon âge qui rentraient. Hein. Je n'étais pas la seule. Hein. Ça se passait comme ça, c'était comme un baptême de... Voilà. Hein. Et par contre, au niveau des ouvrières entre elles, les femmes qui se connaissaient et tout, et sur les postes de travail, quand il y en avait une qui était un peu dans... qui n'était pas bien, on voyait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé chez elle, ou même au niveau du travail, eh bien, on demandait, mais pourquoi? T'inquiète pas, on remontait, je voyais, moi, les femmes se remontaient le moral entre elles. Hein. Moi-même, j'étais confrontée à des situations quand j'étais piqueuse. Donc, j'étais quelqu'un qui était quand même avantageuse au niveau du travail. Donc, les chronométreurs venaient toujours me chronométrer. Alors, attendez, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu dire plusieurs fois, des ouvriers avantageux, des ouvrières avantageuses. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que vous êtes repéré par la direction, par les cadres qui sont dans les services. Ils vous regardent travailler. Et ils voient bien qu'effectivement, vous êtes capable de travailler mieux que certaines personnes. Ça va plus vite. Donc, avantageuse, c'est ça. L'avantageuse, on disait ça, c'est que ce mot-là a été employé peut-être pas à bon escient, j'en sais rien, mais pour des personnes qui travaillaient très vite et très bien. Sur leur machine, qui avaient une dextérité au niveau de... Voilà. Donc, et donc, ces gens-là étaient repérés par les contremaîtresses ou les contremaîtres pour effectivement, après, dire aux chronométreurs qui venaient nous chronométrer, parce que vous savez, on avait des temps pour fabriquer, on avait un temps donné pour fabriquer la chaussure, si vous voulez, hein, et bon, le prix de revient et tout, enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais par exemple, pour piquer un dessus de chaussure, on avait tant de temps pour piquer tel modèle. Mais ce temps-là, il a été pris où? Il a été pris sur quelqu'un qui était capable de faire très vite pour diminuer le temps de façon à appliquer le temps à tout le monde. Alors moi, ce que je faisais, j'avais trouvé une stratégie. Je sais que j'étais très avantageuse puisque je donnais du travail. Je donnais des points à ma voisine le soir. J'en avais trop. Je dépassais les 85 minutes dans l'heure à la place de 60. Je dépassais les 85. Donc on n'était payé que jusqu'à 85 minutes dans l'heure. C'est-à-dire que le temps qu'il y avait entre 60 et 85, c'était du temps qui était... on avait une prime. Alors, vous en aviez qui pouvaient faire du 65 à l'heure. 70, 75, 80, 85. 85, c'était le maximum. Donc, moi, j'avais souvent plus de points. Donc, je gardais quand même pour le lendemain. Mais j'en donnais à ma voisine qui n'y arrivait pas. Parce qu'elle pleurait toutes les fins de journée, elle n'arrivait pas. Donc, je lui donnais des points. Je lui donnais un lot de travail, je lui disais, tu le marques pour toi, quoi. Voilà. Donc c'est cette forme de solidarité-là qui existait entre les personnes, quoi. Alors, j'essaie de bien comprendre ce qui se passe ce qui se passait dans la tête de l'ouvrière que vous étiez. Vous étiez donc avantageuse, donc quelque part il y avait... on vous reconnaissait une spécificité, enfin en tant qu'individu, on disait celle-là, elle travaille mieux, elle travaille plus vite que les la autres. Moyenne. Oui. Mais vous, comment vous ressentiez ça? Est-ce que vous vous sentiez réellement reconnu en tant qu'individu ou uniquement en tant qu'ouvrière? Vous voyez la différence? Ah bah oui, tout à fait, je vois bien. Hein. Alors, quand j'ai travaillé chez JB Martin, j'ai travaillé 10 ans chez JB Martin, de 64 à 75, 11 ans. Et effectivement, je voyais que c'était une reconnaissance en tant qu'ouvrière, mais pas en tant qu'individu, certainement pas. Vous savez, moi j'ai travaillé dans une autre usine dont je vous parlerai tout à l'heure, où est-ce qu'il faut mélanger les deux, je n'en sais rien, mais enfin bon... Comparativement à l'autre usine où j'ai travaillé, ça n'avait rien à voir, quoi. Donc, autant le plan humain venait quand je travaillais chez Bertin,
à l'usine Bertin. Autant chez JB Martin, pour moi, le plan humain n'existait pas tellement, quoi. C'était d'abord l'ouvrière, qu'est-ce qu'elle est capable de faire et tout, quoi. Alors, des fois, il y avait effectivement, je ne vais pas non plus dire que c'était pour tout le monde pareil. Moi, je vois maman, par exemple, elle avait une grande humanité vis-à-vis de ses ouvrières. Alors, vous voyez, c'était une personne très carrée, pourtant, hein, qui savait ce qu'elle voulait, il fallait bien travailler, ceci, cela, mais n'empêche que quand il y avait un problème chez une ouvrière, elle n'hésitait pas à lui dire « Vous prenez votre journée, vous inquiétez pas, je vais m'arranger, ce ne sera pas décompté. » Enfin, elle faisait tout pour venir vraiment aider la personne. Donc, moi, je sais que, à part ça, ces choses-là qui pouvaient se passer de temps en temps, je dirais que pour moi, chez JB Martin, c'était plus du domaine de vos capacités à travailler, point barre. Voilà. En tant qu'ouvrière, voilà, vous êtes capable de faire ça, bon, bah, ou vous n'êtes pas capable. Alors, bah, du coup, on va peut-être en profiter. Donc, JB Martin, vous travaillez de 64, donc de 64 à 75. 75. Oui, c'est ça. Plus de 75, parce qu'après, j'ai eu mon fiston, et j'ai un fiston qui est handicapé, donc je suis restée 1 an avec lui, hein, avant de reprendre à travailler. Voilà. Et là, j'ai repris à travailler chez Bertin. Alors, maman me disait, ben non, tu vas revenir chez JB Martin, parce qu'on t'attend, tu travailles bien, tu as des capacités, plus tard, tu auras certainement un bon poste, il faut que tu reviennes travailler chez JB Martin. J'ai dit, non, je ne veux pas retourner, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce qu'à la naissance de mon fils, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu aucune de mes camarades avec qui je travaillais chez JB Martin qui m'a demandé pourquoi, comment je vivais avec mon fils et tout. Jamais. J'ai rencontré des personnes dans la rue. Est-ce que c'est propre à Fougères? Je n'en sais rien, mais pas avoir le courage de parler de ça, quoi. Et moi, ça m'aurait fait du bien à l'époque. Donc j'ai perdu tous les gens que je connaissais. J'ai dit, ben, j'ai fait un peu une croix dessus, en fait. Je me suis dit, ben non, c'est vraiment pas mon monde, quoi. Donc, comme j'avais pas de bagage intellectuel, enfin, d'études, tout ça, je me suis dit, bon, je vais aller voir dans une autre usine. Et c'est là que j'ai été embauchée chez Bertin, en 76. Et là, j'y suis restée jusqu'à la fermeture, quoi, en 87, je crois, 87. Ouais. Et là, bah, j'ai vu un monde complètement différent. Déjà, une usine beaucoup plus petite, avec beaucoup moins d'ouvriers, donc à envergure déjà plus... bah, vous connaissiez à peu près tout le monde, quoi. Et avec un patronat qui était quand même... Enfin, le Jean-Claude Bertin, c'était quelqu'un de très humaniste. Mais vraiment, hein, ouais, patron comme ça, on ne perd pas, quoi. Vraiment, il était très bien, cet homme. Et il travaillait avec son frère, tout ça, qui avait des responsabilités dans l'entreprise aussi, et ses cousins. Et je me souviens que moi, j'ai toujours été très très bien vue chez Bertin. Et j'étais pas la seule. Le patron n'hésitait pas à passer voir une ouvrière sur... JB Martin passait pas comme ça, hein. Mais le patron, là, passait, ben écoutez, comment ça va, madame Intel et tout, avec le sourire jovial, vraiment quelqu'un de très bien, qui mettait vraiment à l'aise, qui vous valorisait plutôt que... Bon, voilà. Mais en tant que humain, en tant que vraiment quelqu'un qui... Voilà, un individu, voilà. Et il se prenait pas de la hauteur, quoi, quand il discutait avec vous. Il était vraiment au top, quoi. Donc moi, je me suis vraiment commencé à m'épanouir dans cette entreprise, hein. Ça, je dois le dire, hein. Je me souviens que j'ai commencé donc piqueuse dessus aussi, puisque c'était mon métier quand je partais de chez JB Martin. Donc j'ai commencé comme piqueuse dessus. Et au bout de 2 ans, on a trouvé que j'avais des capacités aussi autres à faire autre chose. Et on m'avait mis donc au retour client. C'est-à-dire que c'était un poste où j'avais plusieurs machines, un petit coin pour moi toute seule, grande comme la pièce, là, à peu près, et où effectivement j'avais 3 machines. J'avais une machine à piquer, 2 machines à piquer, une machine plate, qu'on appelle ça, et une machine pilier, avec un pilier au milieu, quoi. Et j'avais avec moi travaillé une femme qui était à l'encollage derrière moi. Et donc tous les retours clients, quand il y avait des retours clients, des chaussures qui avaient un problème, je les refaisais.
Donc, c'était une autre démarche de travail, c'est-à-dire que j'étais dans la réflexion permanente pour voir comment j'allais effectivement faire pour esthétiquement avoir une chaussure qui tienne vraiment la route, avec, voilà, et en même temps avoir le confort. Voilà. Donc là, alors là, j'ai pris mon pied quand même. En plus, j'étais pas à l'activité. C'était cool, quoi, hein, franchement. C'est-à-dire que le fameux système Bedo-Acto qu'on appelait ça, hein, c'est-à-dire que vous faisiez plus de 60 minutes dans l'heure, vous aviez une prime, si vous fassiez pas plus que 60 minutes, vous n'aviez rien à la fin du mois. Moi, j'avais un salaire assuré tous les mois chez Bertin, et on ne me bousculait pas dans mon travail, du moment que c'était du travail bien fait. Donc j'étais en relation avec la coupe, parce que j'allais chercher la posterie qu'il me fallait, enfin bon, j'étais dans une démarche vraiment de création, on va dire. Donc ça m'a plu. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez senti, au niveau du rythme de travail, une accélération entre, on va dire, 1964, et puis donc vous dites que vous avez terminé dans la chaussure en 87, donc ça fait quand même de longues années. Vous avez senti une évolution? Alors, l'évolution que j'ai... Pardon. L'évolution que j'ai sentie, je l'ai sentie, c'est J.B. Martin. Je n'ai pas senti chez Bertin. Parce que même les personnes chez Bertin qui étaient à l'activité, comme on a, eh bien, n'étaient pas stressées pareil. Donc, si vous voulez, cette évolution-là, je ne l'ai pas sentie chez Bertin. Franchement, je ne m'en souviens pas. Si, peut-être par rapport à les cercles de qualité qui s'étaient mis en place. Donc, à un moment donné, chez Bertin, il y a une stratégie de la direction de vouloir mettre en place des cercles de qualité. C'est-à-dire que c'était une forme de démocratie participative de la part des ouvriers. C'est-à-dire qu'on prenait quelques ouvriers sur des postes de travail et on leur demandait leur avis sur le poste en question. L'aménagement du poste de travail, comment fallait travailler. Il y avait des personnes qui réfléchissaient à ça. Donc on prenait des ouvriers, des bons ouvriers, et on les mettait dans les cercles de qualité. Mais c'était plus pour faire évoluer le produit. Mais moi j'ai toujours senti ça comme ça, c'était peut-être pas ça. De dire, chez nous, il existe des cercles de qualité, on a une forme de démocratie participative pour les ouvriers, on les invite à travailler, mais je pense que c'était pour élever plus, pour utiliser, entre guillemets, parce que pour moi, la démocratie participative n'existe pas vraiment. Je pense que c'est un truc, voilà, on parlait de démocratie aujourd'hui, bon, n'en parlons plus. Mais voilà, donc c'était plus, moi, dans ma tête, déjà, je pensais à ça, et je me disais... D'accord, c'est bien, les ouvriers se sentent valorisés là-dedans, mais il y a autre chose derrière, quoi. Donc, chez Bertin, j'ai senti cette évolution-là. Alors, je ne saurais pas trop comment dire cette autre chose derrière, comment l'expliquer, mais je sentais que c'était pour utiliser, quoi. Vous voyez, c'était pour plus à des fins utiles pour le produit. Voilà. Voilà. Et par contre, chez J.B. Martin, si on revient un peu en arrière, là, j'ai trouvé qu'entre le début de ma carrière si on peut appeler ça une carrière, mais enfin bon, hein, chez J.B. Martin et la fin, avant que je ne parte, j'ai senti le stress monter auprès des ouvriers quand même. C'est-à-dire qu'il fallait toujours en faire plus. En plus, j'ai vu l'évolution aussi on est passé de 1200 ouvriers à peu près chez J.B. Martin à 800, 700 quand je suis partie, hein, déjà, en 11 ans, 12 ans. Et je me souviens très bien que les ouvriers appréciaient très mal le fait qu'on commence à fabriquer et travailler avec le Maroc, avec les pays... Donc, on envoyait des personnes au Maroc. Maman, d'ailleurs, elle devait ouvrir une usine là-bas. J.B. Martin lui avait demandé si elle voulait partir avec sa famille là-bas pour ouvrir une entreprise. Et maman avait refusé parce que papa lui avait dit, écoute, si tu pars, c'est simple, je divorce. Donc, elle n'a pas insisté, elle est restée à Fougères. Mais n'empêche qu'il y a eu une époque, J.B. Martin, où ils ont envoyé des ambassadeurs sur le terrain comme ça, pour faire voir aux Marocains tout ça, comment travailler.
et avoir de la main-d'œuvre à moindre. Donc forcément, nous, on a vu que le travail commençait à partir ailleurs pour fabriquer moins bien, parce que c'était quand même de la moins. Je trouve que c'était moins bon que chez nous au niveau de la qualité du travail, mais avec des salaires beaucoup moins chers. Donc les patrons s'y retrouvaient vachement. Donc pour moi, ça a été un peu le début de la fin des entreprises aussi, quoi. On a délocalisé, donc on a envoyé des personnes sur le terrain. Qui, effectivement, des personnes qui un peu étaient contents, malgré tout, de pouvoir. C'était une promotion à l'époque, hein, de partir comme ça, voilà, pour délocaliser. Et ça a été le début de la fin, je pense. Après, il y a eu les Russes, chez JB Martin, donc c'est pareil, les ouvriers disaient, ouais, maintenant on est parti en Russie. Alors, les Russes, alors, vous pouvez revenir un peu sur cet épisode-là, quand vous dites les Russes. C'est-à-dire que, à un moment donné, effectivement, JB Martin, moi, je n'ai pas suivi ça de près parce que j'étais déjà un petit peu éloignée de... Je sentais que je partais petit à petit de chez JB Martin, psychologiquement. Hein? Psychologiquement, je sentais que je partais, voilà, il y allait à un moment donné une rupture avec moi, enfin, que j'allais certainement pas y rester. Et j'avais entendu parler qu'effectivement, il y avait les Russes dans le coup après, quoi. Voilà. Donc, sur quoi, je n'en sais rien, je peux pas en parler. Autant je peux parler un peu plus du Maroc, voilà. Autant pour les Russes, non, je sais pas trop. Et je sais que chez JB Martin aussi, à un moment donné, on avait pris un petit peu l'inspiration chinoise, je crois, c'est ça, de faire travailler les gens sur le bien-être. Pour mieux les exploiter, bien sûr, hein. Mais ça permettait de décompresser un peu, quoi. Alors, je crois qu'on a eu pendant une période de la gymnastique le matin. Enfin, tant que je m'en souvienne, on avait eu des mouvements. Je ne sais plus si c'était sur les postes de travail ou autre, mais c'était folklore, quoi. Parce qu'en fait, c'était pour exploiter mieux, hein. C'était pas pour... faut pas croire, hein. Pour mieux tenir le coup. Vous, quand vous êtes rentré en 64, il n'y avait pas de problème pour trouver du travail Ah non, ah non, non, parce que moi j'en ai entendu parler souvent, des personnes qui disaient, quand même faisaient un peu de chantage au patron en disant, écoutez, moi si c'est comme ça je fais à côté, ils embauchent. À un moment donné, il y a eu cette période-là, hein. Oui, effectivement, des bons ouvriers, hein, qui étaient repérés dans les autres boîtes aussi, hein. Ils étaient repérés par des autres boîtes, hein. Moi j'étais repérée par d'autres boîtes aussi. Si vous n'êtes pas content, moi je vais ailleurs, hein. Ça paye mieux. Notamment chez Réo, par exemple. Chez Réo, c'était une entreprise, Gérard pourra en parler, il vous en a certainement parlé. Chez Réo, effectivement, Réo était très jalousé. C'était une entreprise, il y avait beaucoup d'ouvriers, je crois que c'est monté quand même à même plus que chez JB Martin, à une période. Et moi, j'avais une tante qui travaillait chez Réo. J'avais une tante, et alors, je me rappelle souvent, chez mes parents, quand on mangeait ensemble avec ma tante, tout ça, ma tante abordait le sujet et maman aussi. Mais maman, elle disait, oui, Chiréo, c'est une boîte, c'est nul, vous êtes soi-disant dans le progrès social, ceci, cela, vous êtes payé à rien foutre. Enfin voilà, c'était carrément ça, hein. Et je sais qu'à travers maman, je voyais la réflexion des personnes qui travaillaient chez JB Martin et ailleurs, qui jalousaient les ouvriers de chez Réo. Parce que les ouvriers de chez Réo, ils avaient un patron qui était, je pense que au niveau social, avait la préoccupation du bien-être de ses ouvriers, je sais pas, mais des avancées sociales. Aujourd'hui, on dirait que c'était un patron de gauche. Oui. Enfin, je sais pas si la gauche existe encore vraiment aujourd'hui. Voilà. À partir de quel moment, donc, parce que là, finalement, on va dire, si on peut parler comme ça, la classe ouvrière de l'époque, elle était quand même dans une relative position de force par rapport au patronat, dans le sens où les ouvriers ou les ouvrières avaient la possibilité, et il y a des gens qui nous l'ont raconté, moi je quitte mon boulot à 11h30 ou midi, et à 13h30 je reprends dans une autre entreprise. Vous, à partir de quel moment vous avez senti la pression du chômage et que en fait, ce rapport de force, il était en train de se modifier, quoi? Je me souviens plus des années. Je sais que j'ai fait des grèves. Dans les années 68, évidemment, hein. À Paris, mais il se passait des choses aussi sur le terrain, hein. Les ouvriers ont pris le wagon en marche aussi, hein, d'une certaine façon. Donc il y a eu beaucoup de grèves.
Il y a eu des grèves, on a manifesté dans les rues et tout, hein. Alors après, effectivement, pour des avancées, effectivement, de salaire, hein, on voulait être mieux payé, les ouvriers revendiquaient d'avoir des salaires plus intéressants et tout, hein. Donc les patrons étaient obligés un peu de céder quand même, hein. Donc c'était vraiment à la petite cuillère, hein. Faut pas se leurrer, hein, on n'avait pas des avancées plus que ça. Mais enfin, ça permettait de calmer le jeu. Et bien de repartir, quoi. Mais moi, j'ai vu des fois être en grève, hein, piquet de grève chez JB Martin, tout le monde débrayait, hein. Et les personnes qui ne débrayaient pas étaient repérées, hein. Il y en a qui restaient sur leur poste de travail, et ben à la sortie, elles étaient pagées, hein. Ah oui, on venait même les déloger des fois, hein. Ah oui, c'était virulent. Alors, je me rappelle une année, je ne sais pas si c'était à la fermeture... C'était à la fermeture d'une entreprise. Alors moi, je suis devenue militante CFDT. Après, j'ai laissé le syndicat, mais bon, j'étais militante pendant des années à la CFDT. C'était chez Bertin. Chez JB Martin, me suis jamais investie chez JB Martin, vraiment. Parce que bon, bah, ça me plaisait pas trop. L'ambiance, l'univers ne me plaisait pas trop. Mais par contre, ceci dit, il y a peut-être des gens que vous avez interviewés qui effectivement disent que chez JB Martin, c'était très bien, ça. Mais moi, avec ma personnalité que j'ai, ça ne me correspondait pas du tout. Et je me rappelle, chez JB Martin, on débrayait, on avait eu le maire, M. Jacques Foucheux, qui était venu à un moment donné en sous-sol, là c'était au service montage, pour essayer de de nous faire retravailler, de dire oui, ben écoutez, je vous entends, ceci, cela, ben, comme les politiques ont l'habitude de faire, hein, de calmer un peu le jeu, quoi. Le patron avait fait appel à Jacques Faucheux, déjà à l'époque, et il était venu, je me rappelle, il était venu, c'était virulent, vous avez des ouvriers qui l'alpaguaient et qui lui disaient oui, c'est pas ce que c'est, enfin bon bref, je me rappelle plus des mots de l'époque, mais... donc je sais que les ouvriers, à un moment donné, on a eu vraiment une pression assez forte auprès du patronat, hein. Ça c'est clair, hein. Il y a eu les grandes grèves de chez Réau aussi à l'époque, en 76, 77, Réau, je ne sais plus exactement les années, mais où ça a fermé ensuite, là, ah bah, à l'époque où ça a fermé, ah bah alors là, ah c'est bien fait pour, excusez-moi l'expression, hein, pour l'heure. Hein, ils l'ont bien cherché, ça devait finir que comme ça. Enfin bon, les autres s'en donnaient à cœur joie. Après, ils y sont passés aussi, hein, mais bon. Je voudrais revenir sur 68. Quel souvenir vous avez, vous, de cette Ah, bah alors moi, mai 68. Alors vous aviez, attendez, 18 ans. Alors, mai 68 pour moi. Comment je l'ai vécu? Ben, j'ai vécu... j'ai manifesté timidement avec d'autres personnes, mais j'avais pas le droit. Ma mère, elle me disait « Qu'est-ce que tu fous là-dedans ?» Enfin, elle était cadre, hein, et puis bon, il fallait pas que je sois repérée dans les manifs. Mais j'y allais quand même de temps en temps. Et je l'ai vécu, donc moi, ma vie privée personnelle, j'étais déjà avec mon ex-mari à l'époque, j'avais rencontré, c'était un voisin, bon, et on était déjà dans des perspectives d'aller plus loin, quoi, de mariage peut-être. Donc j'étais déjà là-dedans à 18 ans. Et à 18 ans, bon, à part ça, je me souviens pas avoir vécu mai 68 plus que ça, quoi. Vraiment, vraiment non, non. J'étais pas dans le mouvement, j'étais pas vraiment dans le mouvement. C'est des choses qui ne me touchaient pas parce que j'avais toujours cette préoccupation dans ma tête de dire mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? C'était plus une préoccupation personnelle de moi-même, quoi, de dire comment je vais prendre en charge ma vie, qu'est-ce que va être ma vie plus tard, quoi. C'était des questions vraiment des questions que presque pas de mal-être, mais des fois c'était très fort, hein. Je me disais oula, où je vais, je savais pas où j'allais et j'avais envie de faire autre chose vraiment. Alors je voulais partir à Paris, j'ai rejoint une amie qui était là-bas déjà, mais mes parents n'ont jamais voulu. Donc il n'était pas question que je parte. Parce qu'à l'époque, je sais que je ne peux pas non plus parler de moi plus que ça, mais enfin bon, à l'époque, quand j'avais eu 18 ans, même avant 18 ans, c'est vrai que à Fougères, j'étais quand même repérée comme une belle fille. Alors j'étais courue par les garçons, vraiment. Et j'avais un oncle qui était représentant. Et ses collègues représentants m'avaient dit, mais c'est ta nièce? Ben oui, ta nièce.
Oh, il a bien foutu quand même une belle fille. Hein. Et un jour, quand j'ai voulu partir à Paris, maman m'a dit, non, il n'est pas question que tu partes. D'ailleurs, Jean m'a parlé, ses copains, tout ça, il n'arrête pas de parler de toi. Il n'est pas question que tu ailles à Paris. Et papa dit comme ça, non, non, tu vas te retrouver sur le trottoir là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il n'est pas question que tu ailles à Paris. Donc j'ai vraiment eu, à 18 ans, interdit de faire quoi que ce soit. Donc j'étais très brimée à ce niveau-là. J'ai vraiment pas eu le droit de... Quand j'étais même entre 16 ans, à partir de 16 ans, mon frère, le dimanche après-midi, il venait au cinéma avec moi. Hein. Il avait 4 ans de moins que moi. Hein. Il était chargé de me surveiller. C'est un peu fort, mais c'est comme ça. Hein. Ça, je n'ai pas honte de le dire, hein, parce que bien sûr que... Et j'étais une petite fille bien sage, pourtant toute timide à l'époque. Mais vraiment timide. Donc c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que 68, c'était des gens qui s'engageaient pour un combat collectif, pour une transformation des conditions de travail, mais aussi une transformation de la société. Oui. Et pour vous, ça passait par des questions beaucoup plus individuelles, finalement. Oui, parce que c'était vital. C'était vital, c'était secondaire le reste. C'était secondaire pour moi. À l'époque, c'était secondaire. Donc, à cette époque-là, ou même plus tard, vos anciens rêves de jeune fille, c'est-à-dire le théâtre ou l'archéologie, qu'est-ce que ça devient dans votre esprit de Qu'est-ce que ça devient Eh ben, ça devient rien pendant 15 ans. Parce qu'en fait, 18 ans, on fréquentait un garçon. À 20 ans, je me suis mariée. À 21 ans, presque, je me suis mariée. À 22 ans, j'ai eu ma fille, juste aussitôt après. Et après, 4 ans après, mon fils. Donc, à partir de mes 20 ans, en gros, 20-21 ans, jusque dans les années de mon divorce, je n'ai vécu que pour ma famille. Je me suis complètement sacrifiée. Donc, il n'était plus question de penser pour moi. Je ne pensais même plus pour moi. Maintenant, je m'en rends compte avec le temps, hein, que vraiment, je n'ai pas perdu 10 ans de ma vie, hein, mais j'ai bien donné. Hein. Donc, voilà. Donc, pour répondre un peu à votre question, je ne sais pas si j'y réponds. Si, parfaitement. Il y avait une grosse différence entre la vie d'un ouvrier et la vie d'une ouvrière. Dans le sens où l'ouvrière, elle, quand elle avait fini sa journée à l'usine, commençait une deuxième journée. Ça, c'est vrai. Oui. Il y avait une très grosse différence. Parce que les hommes, en règle générale, on les voyait souvent à la sortie de l'usine, ils allaient, pas tous, hein, mais en règle, moi j'en ai vu beaucoup dans les cafés d'à côté. D'ailleurs, il existait des cafés à côté des usines, pourquoi? Les hommes se retrouvaient le soir à boire un coup au café, hein. Même le midi des fois. Hein. Et du coup, la femme, elle rentrait vite fait chez elle pour préparer le repas, pour s'occuper des enfants, pour préparer la journée du lendemain. Ah bah oui, c'était comme ça, elle s'occupait de tout. Hein. Ah oui, moi je me souviens qu'à l'époque, c'était comme ça. Oui. Moi, papa donnait un coup de main à maman, mais sans plus. Hein. Parce que il avait l'esprit tellement poète que lui, comme la maison était, c'était bien. Il n'y a pas besoin de ranger sans arrêt. Donc lui, il n'était pas là-dedans. Mais bon, il donnait un coup de main, il faisait la vaisselle, tout ça. Mais bon, moi, je me souviens, maman était cadre quand même. Alors là, je l'admire à ce niveau-là. Hein. Elle avait 5 enfants. Elle était cadre. Elle faisait des journées, des fois, de plus de 10 heures par jour, hein, chez J.B. Martin. Elle rentrait. Elle s'occupait de son ménage, de tout. C'est une femme qui n'avait pas de vie, elle ne pouvait pas penser à autre chose non plus. Dans sa vie de femme, elle ne pouvait pas penser à autre chose. C'est clair. C'était ça. Hein. Donc, toute petite, elle avait été habituée à ça. Elle était responsable dans sa famille aussi, toute jeune. Elle était l'aînée de ses frères et sœurs aussi. Donc, toute petite, elle a été mise en tant que responsable. Donc, ça ne la gênait pas, tout ça, elle vivait là-dedans. Elle vivait là-dedans. Alors, je ne dis pas qu'elle ne s'est pas posé aussi des vraies questions, hein, comme moi je m'en suis posée, mais n'empêche qu'elle vivait là-dedans. Donc, il n'y avait pas de place pour le reste, c'était le quotidien qui était là, qu'il fallait assurer, c'est tout. Est-ce que vous pourriez me décrire une journée, on va dire, ordinaire de votre vie de jeune maman?
Ah, bon, bah oui, tout à fait. Alors, ma vie de jeune maman, quand j'avais mes 2 enfants. Donc j'habitais à Saint-Jean-sur-Couesnon dans une maison très ancienne qu'on avait achetée avec mon mari de l'époque pour habiter à la campagne. Bon. Alors j'avais une 3 chevaux, je me rappelle, pour venir travailler à Fougères, parce que je travaillais à Fougères chez Bertin. Donc je me levais le matin à 5h30. Je préparais le petit déjeuner pour tout le monde. Je levais mes enfants. Je les habillais, je les lavais, tout ça, tout ça. J'en mettais un à la maternelle, j'en mettais l'autre à la primaire. Donc ça a été dans un premier temps à Saint-Jean-sur-Couesnon, ils allaient à l'école, et après le deuxième, mon garçon est venu à Fougères. Bon, je les dépose à l'école, soit à Saint-Jean-sur-Couesnon, donc pour dès 7h30, hein, parce que bon, il fallait que je sois à 8h à Fougères, quoi, hein, au poste de travail. Donc je prenais ma 3 chevaux, je venais à Fougères. Je restais à manger le midi sur place parce que c'était trop cher. Enfin, je n'allais pas retourner à Saint-Jean-sur-Couesnon à chaque fois, faire 30 km le midi. Donc je restais à manger, soit dans ma voiture, je me débrouillais pour manger. Je recommençais donc là je commençais à 8h, je finissais à 11h30, je recommençais à 1h30, je finissais à 18h le soir, en principe. C'était la vitesse de croisière, on va dire, hein, au niveau du travail. Mais ceci dit, j'ai vu faire 200 heures de travail par mois, hein. Chez JB Martin notamment, quand il y avait beaucoup de travail. Eh bien, donc, voilà ma journée. Donc, je prenais ma voiture, j'allais travailler, on mangeait dans la voiture, ou j'essayais de trouver, des fois j'allais manger chez mes parents, qui habitaient Fougères, bon bref, je me trouvais toujours des petits plans. Je reprenais à 1h30, je finissais à 6h, 6h30, j'allais chercher les enfants à l'école, la première chose, je rentrais chez moi, je préparais le repas, je douchais les enfants, préparais en pyjama tout ça. Il y a des saisons où en plus je me tapais le jardinage. Donc la lessive, tout, enfin l'entretien de la maison, les repas, tout, voilà, c'était ma journée. Le soir, je me couchais, pas avant 22h. Il n'était pas question de regarder la télé, hein. Il y en avait une, mais je ne regardais pas, j'avais pas le temps. Donc voilà ma journée, le lendemain, rebelote. Toute la semaine comme ça. On voit sur certaines images, justement chez JB Martin, le moment où, je ne sais pas si c'était une sonnerie ou une cloche qui sonnait, pour annoncer la fin du travail. On voit toutes ces femmes qui se lèvent pratiquement en courant. Vous vous souvenez de ça? Oui, chez JB Martin, oui. Moi, chez Bertin. Mais chez JB Martin, c'était flagrant. Il y en a qui étaient assis sur leur chaise, déboutonnaient leur blouse, mais qui remettaient quand même par-dessus, et le sac déjà au bras, pour pas que l'entreprise, le cadre d'entreprise, la contremaîtresse la voie. Hein, mais elle le savait, la contremaîtresse. Bon, elle était pas folle quand même, elle voyait ce qui se passait, quoi. Autrement dit, les femmes se préparaient avant. Et puis aussitôt que ça sonnait, paf, le sprint vers la sortie. Ça se bousculait, hein. Et les portes de placard, je vais vous dire que c'était des placards en fer. Et ben, je vous assure que ça claquait, hein. Les blouses étaient vite pendues et c'était sorti vite fait, hein. Ah oui, ça courait là, mais c'est fou, comme s'il y avait eu le feu dans l'entreprise, hein. Moi, j'ai vu des sorties d'usine de l'extérieur des fois. Je me disais, c'est pas possible. On n'est pas comme ça. Ben si, c'était fou, hein. Mais les hommes étaient toujours moins pressés, c'est marrant. Les hommes, ils allaient au café à côté. Quelle belle vie. Du coup, à vous entendre parler comme ça et décrire vos journées à cette époque-là, c'est un petit peu comme si votre propre personne, celle qui est vraiment au fond de nous, était un peu entre parenthèses, quoi, de la vie. Comme si quelque chose restait en sommeil. Oui, oui, c'est vrai, oui. Ah et oui, oui, oui. Pour moi, c'était effectivement, c'était pas... Oui, ça restait un sommeil, il y a quelque chose qui se réveillait pas encore et qui allait se réveiller un jour, c'est sûr. Et d'ailleurs, ça s'est révélé. Mais n'empêche que, oui, c'était ça. C'était comme si, comment vous dire, c'était comme si à un moment donné, pas un rêve, mais comment dire, c'était comme si je me voyais un peu au-dessus de moi, comme ça. Je voyais ce que je faisais, par exemple, mais je prenais déjà du recul, ou je sais pas, j'étais pas vraiment présente. Je travaillais bien et tout, c'est clair, hein, mais
À part que, attention, ceci dit, chez Bertin, j'ai failli, si ça n'avait pas fermé, je serais peut-être restée, hein, parce que je me plaisais très bien. Je me plaisais très bien. Mais la période de JB Martin, je ne l'ai pas bien vécue. Je n'ai pas bien vécu. Je pense que je n'ai pas été la seule. Parce que j'ai un frère qui ne l'a pas bien vécu non plus. Il est allé là, travailler là. Il n'a pas bien vécu non plus. Il n'est pas resté longtemps. Lui. Il est resté 2 ans, 3 ans, après il est parti. Mais il a préféré être au chômage que de continuer à travailler. Bref. Oui, c'était comme si je me voyais. C'était comme si c'était pas moi, en fait. Je me voyais travailler. Et c'était comme si c'était pas moi. C'était pas moi complète. Il manquait quelque chose. Alors cette chose-là, elle est venue plus tard. Oui. Et comment ça s'est passé chez vous? Alors, ça a été un concours de... Ça a vraiment été une opportunité. Je crois que je l'ai saisi comme il fallait, quoi. En fait, quand l'usine Bertin a fermé en 87, on s'est retrouvés tous au chômage. Hein. Bien sûr, du jour au lendemain. Et donc, je me rappelle, c'était, je ne sais plus quel mois, 87, 88, je ne me rappelle plus. JB Martin a fermé en quelle année? Je me rappelle. Bertin. En 87, août 87. La fermeture de l'entreprise, août 87. Et en 87, je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je suis bien contente, finalement. Je ne sais pas ce que je vais faire. 2 gamins sur le dos, j'étais divorcée. Hein. Ah, pas de pension alimentaire, rien du tout. Je dis, comment je vais faire? Bon, ça c'est un sacré problème, mais en même temps, j'ai envie de faire autre chose. Et donc, en fait, je me rappellerai tout le temps, un lundi matin. L'entreprise venait de fermer, hein, ça faisait pas 8 jours que l'entreprise était fermée. Jean-Claude Duriot, à l'époque, chez JB Martin, m'appelle chez moi. Ici, j'avais le téléphone dans ma chambre. Je me rappelle, c'était un matin de bonne heure, j'étais dans la chambre. Oui, bonjour, monsieur Jean-Claude Duriot, directeur des établissements JB Martin. J'ai entendu parler de vous, vous travaillez chez Bertin, et j'aimerais bien vous reprendre à travailler à l'entreprise JB Martin. Donc voilà, je sais que vous êtes au chômage comme tous ceux qui ont été licenciés, je vous propose un poste de travail en contrat à durée déterminée, indéterminé, un CDI, c'est-à-dire pas de contrat. Je dis, non, mais attendez, monsieur Duriot, oui, c'est ça? Oui. Il me dit, vous avez l'air d'hésiter. J'ai dit, oui, j'hésite beaucoup. Parce que j'ai déjà tourné la page. Il me dit, comment ça, vous tournez la page, vous? Il me fait, sur un ton de reproche, hein. J'ai écouté, j'ai pas envie de retravailler dans la chaussure. Il me dit, vous allez faire quoi? Il me dit, vous vous rendez compte, la chance que vous avez? Vous êtes la seule personne que je reprends, une des seules personnes que je reprends en contrat à durée indéterminée, vous refusez le poste. En plus, vous avez des chances d'avoir de la promotion parce que j'ai entendu parler de vous. Donc vous avez votre carrière à faire chez JB Martin, quoi. Je dis, oui, mais ça ne m'intéresse pas. Il m'a dit, comment ça vous intéresse pas? Il dit, j'ai jamais eu de réponse comme ça. Les gens m'ont dit oui. Je dis, oui, mais tout le monde n'est pas pareil. Il dit, moi, je vous dis non. Il dit, je vais tenter ma chance autrement. Puisque c'est comme ça, bonne chance. Bon, voilà. Donc, je ne suis pas retournée chez JB Martin. Et j'ai commencé à m'inscrire. Je me suis inscrite au chômage à la NPE. Le directeur de la NPE m'a envoyé faire un stage de remise à niveau dans une entreprise de formation. J'y suis allée pendant à peu près 6 mois. J'ai fait un stage de 6 mois. Donc j'ai commencé par avoir un stage de remise à niveau et au bout de 8 jours, le directeur m'a convoqué à formation. Il m'a dit, écoutez, Madame Clérivet, je m'appelais encore à l'époque ce nom-là, j'avais encore le nom de mon ex-mari. Elle me dit, vous avez fait votre remise à niveau, je vous propose de sauter la remise à niveau, qui était sur 2 mois ou je ne sais plus quoi, pour intégrer un stage tourisme. J'ai un stage tourisme, qu'est-ce que je vais faire dans le tourisme? Il me dit, écoutez, on vous a repéré il me dit, vous êtes capable de faire autre chose que... Il me dit, votre remise à niveau est très bonne. Vous avez une partie d'autodidacte, c'est pas possible parce qu'il me dit, là, vous êtes remise à niveau est très bien. Bon... Mais je savais quand même pas faire des résumés de texte, hein, mais bon. Et alors il me dit, bon, écoutez, si ça vous intéresse, essayez. Je dis, mais je ne parle pas anglais, rien du tout. Je dis, attendez. Il me dit, mais non, c'est pas grave. Alors, je vous préviens, vous allez intégrer un groupe de jeunes filles
J'avais quand même à l'époque 37 ans par là. Ben oui, c'était en 77, j'avais 37 ans. Il m'a dit, vous allez intégrer un stage de tourisme avec des jeunes filles qui viennent sortir du bac. Elles viennent d'avoir leur bac et on les prend en formation pour un projet qu'on a dans le Jura. Bon. Et alors j'intègre le stage. Et très vite, là aussi, malgré que j'étais la doyenne, hein, on doit le dire, mais c'est quand même 37 ans à côté des jeunes de 18-20 ans, c'était quand même... Et puis, bah, du coup, la seule qui n'avait pas d'études. Et du coup, j'ai fait un stage, le stage tourisme. J'ai travaillé à Champagnole dans le Jura, j'ai jumelé certaines choses avec Fougères et tout. Et j'étais très bien appréciée. Mon travail, aussi bien à Champagnole qu'à Fougères, ils m'ont dit, Laura, rien à dire, c'est incroyable, parce que vous avez des capacités énormes, quoi. Donc, à la fin de mon stage des 6 mois, le directeur me convoque avec le directeur de la NPE qui était revenu et elle me dit, bah, écoutez Martine, on va vous proposer quelque chose, on va pas vous lâcher dans la nature comme ça, quoi. Parce que vous avez des capacités, hein, vous êtes autodidacte, ça se voit, et vous avez appris des choses toute seule. Elle me dit, est-ce que ça vous intéresserait de devenir animatrice? Je dis, c'est quoi ça, animatrice? Animatrice de quoi? Et alors, elle me dit, bah, écoutez, le directeur de l'ANP me dit, bah, reprendre des études pendant 4 ans. Je dis, bah, reprendre des études pendant 4 ans, mais j'ai 2 gamins qui attendent aussi pour manger et tout. J'ai dit, attendez, c'est pas possible pour moi. Elle me dit, moi, on va vous ouvrir des droits à l'AFR, allocation, formation, reclassement. Ça durera ce que ça durera, mais vous y avez droit. Donc vous aurez déjà une bonne... vous avez des finances d'assurées. Bon, elles ne seront pas énormes, mais vous y arriverez avec... Certainement, vous devriez y arriver avec ça. Oh là, je réfléchis, j'étais toute seule, je n'avais pas de conjoint, rien du tout. J'en parle à personne. Je dis, comment je vais faire? Et puis j'ai dit oui. Donc je me suis retrouvée à l'IRTS à Rennes, à l'Institut régional de formation, en études d'EFA, diplôme d'état à fonction d'animation. Donc c'est bac plus 3, 4. Je n'avais pas le bac, j'avais rien du tout comme bagage. Je me suis retrouvée en formation là-bas pendant 4 ans. Donc, et j'ai eu mon diplôme. C'était un diplôme à l'époque qui existait où il y avait très peu d'animateurs en formation qui arrivaient à l'avoir. Et je l'ai eu. J'ai eu mon diplôme. Alors, j'en revenais pas d'ailleurs parce que je me disais, c'est pas possible. J'avais un mémoire à faire qui était vraiment c'était compliqué pour moi. Et en fait, j'ai eu mon diplôme. Et du coup, j'ai galéré comme je sais pas quoi hein, en études. Comme une belle diablesse. Je peux le dire que là, j'ai galéré. Hein. Je savais pas faire un résumé de texte. Les maths, j'ai appris avec ma fille. Pour la formation pour faire les maths, j'ai appris avec ma fille qui avait à l'époque 14 ans. Quoi. Elle me disait, mais maman, écoute, je savais pas ce que c'est que des maths. J'ai appris tout ça. Et puis en fait, à l'IRTS, là, l'Institut régional du travail social, j'étais très bien appréciée. Et j'ai pu reprendre, faire des études de théâtre là-bas aussi, en option. Donc à un moment donné, c'est soit je deviens animatrice, soit effectivement je me mets comédienne, metteur en scène. Puis j'ai choisi la sécurité. Par rapport à mes enfants, j'ai choisi la sécurité, j'ai pris ce travail d'animation. J'ai recommencé le théâtre quand j'avais à peu près... mes enfants ils étaient petits, ils avaient 10 ans, 12 ans. Avant que je n'arrive à Fougères, j'étais encore à Saint-Jean-sur-Couesnon. Avant que je ne divorce, déjà avec mon mari à l'époque, on s'était dit qu'on aimerait bien faire peut-être un peu de théâtre. Et en fait, on s'était mis comme figurant avec une personne, un conseiller technique et pédagogique de jeunesse et sport, qui intervenait sur le pays de Fougères pour faire des mises en scène avec la population. Il faisait des mises en scène au niveau du château, à l'intérieur du château, beaucoup. Donc une année, ça a été Gilles de Rais, ça a été le Capitaine Fracas, ça a été La Passion selon Hugo, ça a été enfin plein de choses comme ça dans laquelle j'ai participé. Donc au début, je participais donc avec mon ex-mari, et puis bon après, il y a eu le divorce. Moi, je suis venue habiter ici, je suis là depuis 85. Et j'ai continué. J'ai continué à vouloir participer, en plus tout près du château, avec mes enfants, à le faire de la figuration. Et même plus, hein, j'ai eu des petits rôles.
avec Michel Philippe. Et puis donc, ma fille s'est mise là-dedans. Elle est comédienne professionnelle, elle, maintenant. Depuis l'âge de 18 ans, elle est comédienne professionnelle. Elle habite sur Nantes. Et donc, j'ai continué le théâtre quand même. Je me suis quand même un peu épanouie au théâtre. Et j'ai vaincu ma timidité. Pour moi, c'était une forme d'expression. D'expression et de me dire, j'existe enfin, quelque part. Parce que je vous ai parlé de mes 10 ans de ma vie là, à Saint-Jean-sur-Conon tout à l'heure, très succinctement, hein, mais je ne vivais pas pour moi du tout, quoi. Puis quand j'ai découvert le théâtre, je me suis dit, c'est marrant, je suis en train de voir qui je suis, en fait. Vraiment. Je suis en train de voir qui je suis, mais je ne me le disais pas comme ça à l'époque, mais je vois bien que je vivais autre chose. Et donc, ça m'a déjà vaincu ma timidité, parce que j'étais très timide. Et ça m'a, parallèlement avec la naissance de mon fils, donc j'ai vaincu ma timidité, parce que Gueltas m'a apporté beaucoup de choses. Hein, j'ai un enfant qui est trisomique, mais alors il est super. Il m'en a appris des choses. Hein. Bon, bref. Et donc, du coup, tout ça, ça m'a donné une ouverture d'esprit, déjà, hein, qui était enfouie dans moi. Je savais que j'étais quelqu'un comme ça, sans doute. Mais que j'étais incapable de l'exprimer, quoi. Donc, ça m'a donné cette curiosité que j'avais quand j'étais enfant avec papa et tout, de découvrir la nature et tout. J'avais cette curiosité qui s'est développée, qui a continué à se développer, avec mes études aussi, d'ailleurs. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on me disait que j'étais un peu autodidacte, parce que j'ai toujours été très curieuse, quand même. Mais le théâtre m'a apporté plein de choses à ce niveau-là, quoi. La relation avec l'autre, le fait de prendre en compte plein de choses, quoi. Voilà. De savoir se poser, de savoir, sans ajouter une couche, hein, mais de savoir être tout simplement dans la relation humaine aussi, quoi, tout ça. Ça m'a apporté plein de choses, le théâtre. Aujourd'hui, dans la personne que vous êtes devenue, qu'est-ce qui reste de l'ouvrière ? Elle reste... c'est une bonne question, ça. Ouais. Eh ben, ça a été ma vie au départ. Hein. Et je ne l'ai pas évacuée. Je vais vous dire, quand l'association La Sirène s'est créée, donc vous avez entendu parler de La Sirène, donc pour moi, ça a été une opportunité de renouer avec mon passé. Sur cette partie-là d'ouvrière, que je trouvais que, on a tous un peu la nostalgie du passé quelque part, hein, quand on vieillit de toute façon. On dit que c'était toujours mieux avant, ceci, cela, enfin bref. Et là, je me disais, il y a des personnes que j'ai quittées chez J.B. Martin à l'époque, quand j'ai eu Gueltas et tout. Mais c'est des personnes, j'aimerais bien voir comment elles sont aujourd'hui. Comment je vais renouer avec elles, comment elles vont renouer avec moi. Ça me touche, c'était une préoccupation quand j'étais à La Sirène. Et puis le fait de pouvoir aussi retoucher le cuir, travailler le cuir. Moi, je suis une manuelle. Hein. Je suis peut-être un peu aussi, j'ai appris des choses, mais je suis une manuelle. J'ai envie de toucher les matières, j'ai envie de faire des choses avec mes mains, oui. Donc ça, j'avais envie. Donc je me suis dit, en allant à La Sirène, je vais renouer avec tout ça. Et effectivement, j'ai renoué avec certaines choses. Hein, j'ai laissé de côté certaines choses qui ne m'intéressaient pas, mais j'en ai développé, j'ai renoué avec certaines choses. Et ce passé d'ouvrière est quand même dans moi. Il ne me gêne pas, pas du tout. Je vis avec et je suis bien. Mais c'est pas ça qui domine chez moi. Bon. Mais je vis avec et je trouve ça très bien. Alors déjà, moi je pars du postulat suivant. Hein. On ne peut pas faire abstraction du passé, c'est clair. Nos racines sont là quand même. Donc on vit autre chose aujourd'hui évidemment, mais on ne peut pas faire abstraction du passé. Si on peut faire revivre le passé et que ça serve à quelque chose, il faut. C'est important. C'est la transmission, effectivement. Même si demain, il n'y a plus d'usine de chaussures à Fougères, n'empêche qu'il y a la transmission d'un savoir pour des gens qui voudraient travailler autrement, des jeunes qui savent pas, qui connaissent pas leur voie, qui ont envie peut-être de faire des choses aussi avec le cuir, tout ça. Enfin, déjà, il y a une partie comme ça, voilà. La transmission de la mémoire, c'est très important. Nos racines sont là, quoi. Il ne faut pas faire abstraction de ça. Je pense que c'est important de savoir d'où on vient. Parce que savoir d'où on vient, savoir ce qu'on a fait avant, ça nous permet d'avancer. Et dans une collectivité, dans un contexte donné, c'est aussi reconnaître qu'il y a eu des choses et
On ne peut pas faire abstraction de ça. Parce que c'est la mémoire locale, voilà. C'est comme dans tous les pays, il y a des choses, enfin, on peut pas oublier ce qui s'est passé avant, c'est pas possible. On ne peut pas en faire abstraction de tout ça. Ben, pour moi, c'est scandaleux de oublier tout ça. Je ne dis pas qu'il faut en rajouter une couche systématique, mais il faut, si on peut, à un moment donné, mettre en valeur ça et transmettre cette mémoire, aussi bien dans le savoir-faire que dans le témoignage, tout ça, il faut le faire. Il faut le faire, ça me paraît évident. Ouais. Parce que pour nos enfants, pour les jeunes, voilà. Aujourd'hui, vous êtes retraité. Comment vous occupez votre temps? Alors, je l'occupe très bien, je trouve. Alors, moi, il y a quelque chose que j'ai dans moi aussi, il ne faut pas me bousculer. Mais j'ai un côté où il ne faut pas me bousculer, parce que je sais ce que je veux. Donc, c'est pas la peine d'avoir des apports comme ça extérieurs qui me disent il y a ci et ça à faire, ou il faut faire ça comme ça. Je pense, c'est peut-être orgueilleux de ma part de dire ça, je pense que je sais. Bon. Après, j'organise ma vie de façon à des fois je fais rien, hein, mais c'est rare. C'est rare, mais bon. Alors, mon temps, c'est que je me lève quand je suis réveillée déjà, parce que toute ma vie, je me suis réveillée à 5h30, je me suis levée à 5h30, 6h le matin, ça va, quoi. La première chose que je me suis dit quand j'étais en retraite, le premier jour, je disais ça à mes anciens collègues de travail à la mairie de Fougères, la première chose que je vais apprécier, c'est de me lever quand je serai réveillée. Donc, en fait, oui, j'ai pris l'habitude de me réveiller à 7h30 le matin, 7h, je me lève à cette heure-là, hein, parce que bon, mais si je me lève à 9h, j'ai fait la fête un soir, ça ne me gêne pas, je me lève à 9h ou 10h. Et du coup, ma journée, je suis investie dans des associations, évidemment, puisque mon métier à la ville de Fougères, j'en ai pas parlé de cette partie d'après-diplôme, mais j'étais animatrice donc, auprès des associations fougéraises. Et donc, effectivement, j'étais toujours dans l'organisation du travail, hein, dans les projets et tout. Alors, je me suis dit, bon, maintenant, pédale douce. Je ne vais pas, comme certains retraités, survivre en pensant au projet de demain. Je dis, moi, la première chose que j'ai fait je suis partie en cure 3 semaines. Du jour au lendemain, j'ai fêté mon départ en retraite à la ville de Fougères le vendredi soir. Le samedi matin, je partais au Mont d'Or. Pour 3 semaines. J'ai tout laissé, je suis partie. Pas parce que j'avais envie de couper, mais parce que je me dis, belle aubaine, maintenant, je vais pouvoir un peu m'occuper de moi. Et donc, du coup, mon temps, il est organisé entre une part d'investissement dans les associations. Donc, je suis présidente du conseil en vie sociale Où est mon fils, dans un foyer de vie à Tremblay, là, pas loin d'ici, à 25 km. Je fais partie d'une association, mon ami est Théâtre Chemin de Ronde. Je suis secrétaire au Théâtre Chemin de Ronde. Je travaille le clown. J'ai plein de... Là, j'ai un book, je peux vous dire, si vous le regardez, il y en a. Donc, je suis clown. Je fais du théâtre. Je fais toujours du théâtre un peu. Mais le clown a pris le dessus, là, depuis quelques temps, quand même. Donc, qu'est-ce que je fais encore? Alors, je fais de l'aquagym. Je suis un peu sportive, quand même. Un peu de randonnée. J'ai un jardin que je bêche toute seule à 300 mètres carrés. Là, je commence à jardiner, là. J'étais dernièrement à la Sirène. Là, je fais partie de la Sirène en tant qu'au bureau. Donc, j'en fais plus partie. J'étais également... qu'est-ce que je fais? J'en oublie. Ah oui, je m'occupe également... Enfin, je m'occupe pas, hein, je veux dire, c'est un jargon quand même de dire ça comme ça, mais... Je suis investie dans un collectif handicap à Fougères. Donc, on met en place tous les ans la semaine de l'intégration des personnes handicapées au travail. Donc, ça s'appelle l'Handicafé. Donc, je participe à ça tous les ans. Moi, je suis sûre que j'en oublie. Parce que vous vous ennuyez pas? Non, je ne m'ennuie pas. Mais je ne cherche pas à dire je vais faire plein de choses pour m'ennuyer, parce qu'il y a beaucoup de retraités qui font ça. Moi, la première chose qu'on m'a demandé quand je suis partie, maintenant, Madame Péchard, vous allez pouvoir vous investir dans notre association et tout, parce que quand même, vous êtes de bons conseils et vous avez votre boulot, c'est ça, donc c'est bien. Ah non, rien pour l'instant. Ah oui, je suis au don du sang.
Donc je participe à faire les casse-croûtes au don du sang. Quand il y a les dons du sang à Fougères, je vais faire les casse-croûtes. Ah. Les ateliers de clown auxquels vous participez, Oui. vous travaillez votre propre clown, j'imagine. Oui. Alors à quoi il ressemble ce clown? Le vôtre. Écoutez, je pourrais déjà vous faire voir des photos après, mais c'est un clown qui veut d'abord faire rire les gens. Si je ne fais pas rire les gens, ça ne me plaît pas. C'est un clown, alors nous avons un metteur en scène qui travaille... c'est pas un clown équilibriste ou c'est pas un clown qu'on voit dans les galeries marchandes. Hein. C'est un clown qui joue sur l'intériorité du clown. Donc c'est beaucoup plus profond et c'est vraiment un clown c'est votre clown qui ressort, qu'on travaille. Donc il faut se mettre complètement à nu par rapport à vos tendances de personnalité et tout. C'est encore renforcé le fait que vous soyez clown. Donc on nous dit pas au clown vous allez faire ça et ça comme ça. Et tu pars de ton clown, qu'est-ce que tu veux? Là tu me fais quelque chose, allez fais-moi quelque chose. Et le metteur en scène nous oblige à aller dans la caricature de ce que nous, on est. Donc des fois, il y a des personnes qui n'ont pas accepté, hein, qui ont laissé parce que c'était pour eux trop fort. Donc voilà, à travers le clown, voilà, on va chercher notre vraie personnalité en fait. Nos travers, nos tendances, tout quoi, tout ressort. Même dans la caricature physique, des fois. Hein. Il y a des choses qui sont accentuées dans ce qu'on est, nous, même physiquement. Finalement, vous avez rejoint quand même, d'une certaine façon, vos rêves d'enfant. Oui. Oui, d'une certaine façon. J'ai fait des fouilles archéologiques au château de Fougères, à mes temps perdus. Quand ils ont fait des fouilles, je me suis inscrite dans le mouvement. Parce que ça me plaisait, quoi. Donc j'ai aussi un peu été satisfaite de ce côté-là. Oui, oui. Bon. Finalement, vous avez réussi, vous êtes parvenu à sortir un peu du chemin tout tracé que la vie vous avait un peu dessiné au préalable. Mm. Et... justement, je vous entendais parler de vos anciennes collègues de travail. Est-ce que ça vous a fait peur à un moment dans votre vie d'ouvrière de voir peut-être des ouvrières plus âgées que vous? Et est-ce que vous vous êtes dit, j'espère que je ne vais pas devenir comme ça? Non, jamais. Non. Non, pas vraiment. Non, 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 non. Non, parce que c'est marrant, c'est un monde qui ne me ressemblait pas, quoi. C'est tout. Non. Mais, parce que quand je vous entends dire ça, est-ce que vous pensez que c'était un monde qui ressemblait à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des ouvriers qui se disent, oh ben c'est un monde qui me ressemble? Bon, moi je trouvais qu'il y a des ouvrières qui étaient bien dans leur contexte. Moi je trouvais qu'il y avait des gens qui s'épanouissaient hein, à leur niveau, bah oui. Bah c'est peut-être pas vrai pour tous, hein, parce que j'en ai rencontré des anciennes là, avec qui j'ai travaillé et tout. Et c'est marrant, tiens, un truc, par exemple. C'est que les ouvrières j'avais repéré certaines ouvrières qui étaient toujours au-dessus des autres, quoi, enfin, qui se sentaient au-dessus des autres. Et j'ai rencontré les deux types, à la fois ces ouvrières-là, quand elles ont vieilli, là, quelques années maintenant, la sirène, tout ça, et d'autres qui faisaient pas, qui n'étaient pas dans ce trip-là. Eh bien, je me suis rendu compte que les ouvrières qui ne se valorisaient pas plus que ça vieillissaient mieux que les autres. Alors je me suis dit, ah bah ça alors, bah, je n'aurais jamais cru qu'elle aurait vieilli comme ça, celle-là. Bah vieillit bien. C'est une personne qui vieillit bien. Vous pouvez, après on va peut-être arrêter là, mais vous pouvez nous parler un peu de votre jardin. Qu'est-ce que c'est important pour vous? Oui, oui, parce que j'adore travailler la terre. J'adore être en relation avec les éléments terrestres. Enfin, j'adore les arbres. J'adore la terre. J'adore. Bah, mon enfance a été vécue à la campagne, donc je pense que ça a quand même pas mal influencé. Et bah, j'ai un grand jardin. Il fait 300 mètres carrés.
Et là, en ce moment, je commence à cultiver, quoi, enfin à mettre des choses dedans. J'ai mis de l'ail, des radis, des salades ont été mangées par les limaces, mais bon, pas grave. Donc je suis dans mon jardin, là, en ce moment, depuis tous les après-midi, je vais dans mon jardin. Et le temps passe à une vitesse folle. Je suis bien dans mon jardin. J'adore. J'ai les mains pleines de terre, je suis pleine de terre. C'est pas grave, j'adore ça. Et- C'est le jardin, c'est quand même aussi une spécificité du monde ouvrier. Enfin, il y avait beaucoup de jardins ouvriers. Je sais pas à Fougères Oui, comment ça fonctionnait, mais dans plein de villes industrielles ouais, de c'est France. possible, oui. Ben, mon papa était jardinier déjà. Enfin, il jardinait. Il faisait, quand on avait le manoir, il avait un grand terrain et il jardinait. Moi, j'ai toujours vu mon papa travailler en tant que jardinier dans le jardin à ses temps de loisirs, parce qu'il travaillait autrement en usine. J'ai toujours vu jardiner. Alors, il m'a appris des choses aussi. Ça, j'étais curieuse, donc je disais, c'est quoi ça, ce baba? Donc, je pense que ça m'est resté aussi. C'est pour ça que quand il y a eu un jardin à se libérer ici, juste au bas de chez moi, je l'ai pris, quoi. Je pourrais vous y emmener, mais à installer la caméra et tout, ça va être un peu compliqué, mais je pourrais vous le faire voir si vous voulez. Non, mais je crois on va y aller. On va voir quand, mais voilà. Et voilà, il n'y a pas grand-chose dedans pour l'instant, mais bon, la première chose que j'ai fait quand je l'ai eu, ce jardin, j'ai planté un pommier. Ça, j'adore les arbres. Donc là, maintenant, j'ai un abricotier aussi, en bas. Et puis, bah, j'ai des fraisiers, des framboisiers, voilà.